Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Martine Chancel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Alors on va s'adresser à ceux qui ont peut-être un peu plus de 20 ans parce que Jacques Chancel, je ne sais pas si ça parle aux jeunes générations. J'espère que oui, parce qu'il fait partie de ceux qui ont marqué la télévision, la radio. Et vous avez contribué à faire paraître ce magnifique ouvrage, Nos années Grand Échiquier, Jacques Chancel en direct et en public. C'est une coédition Flammarion INA. C'est un livre, moi, qui m'a enchanté parce que c'est une histoire de la télévision, une histoire de cette émission mythique, Le Grand Échiquier. Et grâce à l'INA et aux archives que vous avez données à l'INA, on a pu retrouver les cahiers de Jacques Chancel, on a pu retrouver des lettres absolument émouvantes, les conducteurs de l'époque, les fiches. Et c'est vrai que c'était une autre télévision. C'est un petit peu ce qui ressort de ce livre très émouvant. C'est sûr que c'était une autre télévision. L'époque était différente. Oui. Je pense que la personnalité de Jacques aussi a énormément contribué à cette ouverture, à cette curiosité, à ce mélange des genres aussi, puisque l'origine du Grand Échiquier, c'est ça. C'était la rencontre de musiciens classiques, de grands musiciens classiques, d'artistes de variété, de comédiens, des plateaux très divers. Même artistes d'art. Hein. Oui, absolument. Et même politique parfois. Oui. Et même il pouvait partir dans des pays. Il est allé à Bahia, il est allé justement à la recherche d'un écrivain, Georges Amado. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette émission était quand même assez exceptionnelle. Bon, d'abord, ça a été sa créativité à lui. Et cette richesse était de prendre un invité principal à qui il ouvrait 3 heures d'antenne et la possibilité d'inviter qui il voulait, surtout dans la diversité et parfois contre-pied aussi. Ouais. Ce qui donnait des choses souvent truculentes. Ouais. Alors évidemment, dans le livre, toutes les stars, ça donne un peu le vertige, toutes les personnes qu'il a rencontrées. Parmi toutes ces personnes, avec qui il était vraiment lié, avec qui il pouvait partir en vacances, avec qui il pouvait déjeuner. Alors, partir en vacances jamais, déjeuner toujours. C'est-à-dire que je pense que tous les jours, il avait un déjeuner. Alors, on va pas appeler ça de boulot parce que amical. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je déjeune avec Ruggiero Raimondi et demain avec Elie Wiesel. Mais c'était une normalité. Et je me souviens qu'il a écrit des journaux. C'était un diariste, Jacques. Et un jour, il avait eu une critique un petit peu piquante qui disait que c'était un genre de bottin mondain. Et en fait, c'était l'opposé de ça. Parce que il tissait des liens vraiment d'amitié, d'affection, des liens vrais, parce qu'il était comme ça. Lui-même, c'était ça. C'est-à-dire, il allait au fond des gens et il était à l'opposé du côté superficiel. Oui, c'était pas un mondain. Et on le voit dans les lettres qui sont reproduites, les lettres qu'il a pu recevoir, celle de Sophia Loren, c'est toujours très touchant. Et il y a beaucoup d'émotions, celle de Julien Clerc aussi. Ce sont des lettres où on sent qu'il y a une vraie relation de proximité, d'intimité, de complicité. Oui. Et qui était tissée au fil des ans aussi. Oui. L'émission se faisait pas. L'émission pouvait se faire 1 an et demi avant pour arriver à booker des artistes. Alors il y avait cette dimension-là, il y avait une autre dimension aussi, c'est qu'il allait chercher les talents. Bien sûr. Ce qui est ressorti de tout ce que j'ai pu recevoir et entendre à la mort de Jacques, c'est grâce à lui que je suis là, parce qu'il a été pour moi un tremplin et surtout en musique, c'est vrai que tous les musiciens à l'époque, qui étaient à l'opposé de notre époque actuelle, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça, Jacques allait les chercher, Jacques les mettait... je me souviens d'une fois dans les années 90, il y a le groupe ABBA qui avait sorti une compilation énorme, et on avait des enfants de 17-18 ans à l'époque, qui écoutait ABBA. Et j'ai dit à Jacques, tiens, je vais te faire écouter quelque chose. Il pouffe de rire et il me dit, non mais attends, je l'ai passé il y a 20 ans, le groupe ABBA. J'aurais jamais pensé que ABBA était allé au Grand Échiquier. Il a reçu Céline Dion quand elle était très jeune. Oh oui, elle était alors un auditeur me dit, est-ce que quelqu'un l'intimidait ? Est-ce qu'il était impressionné parfois devant certaines personnalités ? Alors, il était admiratif, impressionné jamais. Ouais, il arrivait à
toujours installé un dialogue, un discours. Non, je l'ai jamais entendu dire respectueux, oui. Admiratif, oui, impressionné, pas du tout. Il était aussi à l'aise avec Karajan qu'avec Brassens, avec Menuhin qu'avec Béjart, avec Rubinstein qu'avec la Calas et Renaud Capuçon, de très beaux textes, celui de Florian Zeller aussi qui parle de la curiosité de Jacques Chancel qui était sa principale qualité, celui de trouver chez son interlocuteur des réponses aux questions qu'il se posait secrètement. Mais il était, pour avoir travaillé avec lui pendant 3 ans, il était ouvert à tout. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé avec lui sur Ligne de mire et un jour je lui ai dit j'aimerais bien faire un reportage sur les mangas. Alors, il m'a ouvert les yeux, il m'a dit allez, vas-y. Et donc il était curieux de voir ce que c'était, mais il m'a dit je veux que tu expliques ce que c'est, d'où ça vient, les origines, et voilà. Il était curieux de tout, de toute façon de tout. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Kidiaba dit... Eurovision. Bah oui, la magique touche de la patronne du divertissement de France Télévisions, Alexandra Redamiel, a encore fonctionné pour le Vous commencez par ça. Oui, je commence par ça. On est une émission média, excusez-moi madame. Et donc ça a été vu par plus de 10 millions de téléspectateurs dans le monde. L'Eurovision Junior sur France, elle a encore gagné sur France 4. Ouais. C'est quand même, je souris, mais c'est le 4e titre pour la France sur 5 ans. Vous imaginez? Et évidemment, ils étaient très contents. A reçu des téléspectateurs. You received 96 points. Oui! La France a gagné. 96 points. Oh, elle est trop mignonne. Oh là là, la France a gagné. C'est historique, la France remporte pour la 4e fois l'Eurovision Junior. La France devient le pays ayant le plus de fois remporté l'Eurovision Junior et 4 victoires à égalité avec la Géorgie. Une performance exceptionnelle puisque la France a remporté depuis 2020 4 des 5 dernières éditions du concours. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'Eurovision Junior. Et là, le trophée. Voilà. Nous de Leuze. Très émue, elle a les larmes aux yeux. Elle a 11 ans, vous vous rendez compte? 11 ans. I love you. Thank you so much. Et voilà, bravo à Lou Deleuze. Je l'avais mis vendredi en son. Alexandra, maintenant, allez, l'Eurovision, vous gagnez la vraie Eurovision. Enfin, il n'y en a pas de faux, mais voilà, l'Eurovision le plus connu. Ça a évidemment occupé tous les médias ce week-end. Vous en avez parlé dans vos débats, l'épidémie de dermatose nodulaire, l'abattage des vaches qui, on sait, n'est pas la panacée face à la vaccination qui, évidemment, si votre bête est déjà atteinte, eh bien, la vaccination ne sert pas à grand-chose. Mais TF1 a quand même suivi un agriculteur qui a vacciné toutes ses bêtes. La trace de feutre est encore fraîche et pas une seule de ces blondes d'Aquitaine n'y a échappé. Chaque vache vaccinée, un trait bleu, un trait bleu, un trait bleu à fur et à mesure de l'avancée de la vaccination. Comme ça, il ne peut pas y avoir de doute. Jean-Marc Politano est l'un des premiers dans le département à avoir pu faire vacciner son troupeau ce matin. 112 doses injectées une par un vétérinaire à un rythme industriel. On était 4-5 avec le vétérinaire. On a mis 2 heures de temps. Mais même vaccinés, ces bovins ne sont pas immédiatement immunisés. Et pendant plusieurs semaines encore, obligation de surveiller qu'aucune vache ne développe des symptômes de la maladie. En 35 jours, s'il n'y a rien, on peut peut-être prétendre à passer à côté d'un abattage total. Mais 35 jours, c'est loin, et pendant 35 jours, on se lèvera tous les matins avec la boule au ventre. Mais les autorités sanitaires préviennent, la vaccination n'empêche pas l'abattage du troupeau entier. Si un cas de dermatose est détecté, c'est la règle. Si l'animal était déjà infecté, la vaccination arrive trop tard, car ce n'est pas une vaccinothérapie. Donc obligatoirement, on sera obligé d'abattre le troupeau parce qu'on ne tue pas le virus. Vous imaginez l'épée de Damoclès d'attendre 35 jours de savoir est-ce que je garde mon troupeau ou pas. Évidemment, Sud Radio est mobilisé et suit les agriculteurs dans ses éditions et ses émissions. Bon, on est le 14.
On est de 15 ? On est de 15. Bon, alors 10 jours. J'ai raté j'avais écrit 10 jours avant le réveillon de Noël. Alors 10 jours avant Noël. Ouais. C'est la dernière ligne droite pour acheter les cadeaux. De plus en plus d'achats se font en ligne. Résultat, les relais colis et autres comptoirs sont débordés. Et parfois, il faut attendre. Vous imaginez, Valérie, 3 heures avant de récupérer son colis. Reportage du Parisien. Un point de relais saturé avant les fêtes de Noël. Voici le colis qui m'a fait attendre 2 heures hier et 1 heure aujourd'hui. Dans ce centre commercial de la Défense, ses clients patientent plusieurs heures avant de pouvoir récupérer leur colis. Et j'ai attendu, on va dire, 1h30. 1h28 exactement. Et là, ça fait 1h30. 1 heure. Pile poil. Ça fait 1h30 parce que je suis arrivée à 18h31. Jusqu'à perdre parfois complètement patience. Alors hier c'était l'apocalypse. Il y en a une qui criait, elle s'est faite frapper et puis voilà. Enfin, il y avait des gens mécontents, quoi. Enfin, ce qui est normal. Comme ils n'arrivaient plus à gérer, ils ont appelé la sécurité du centre commercial. Et comme la sécurité du centre commercial n'arrivait pas non plus à gérer, ils ont appelé la police de la Défense. En caméra discrète, nous interrogeons un employé du point relais sur les incidents survenus la veille. Hier, la file d'attente, elle était là, on a dû baisser le rideau à 20h et les gens ne comprenaient pas. J'étais juste là, je pensais récupérer mon colis, mais je ne l'ai pas récupéré. Je me suis dit, bon, après 2 heures de queue, quand même, ils allaient faire un geste, mais pas du tout. Parce qu'ils ont fermé. Vous attendez depuis 2 heures et puis il est 20h, on ferme. Alors évidemment, ça s'est fini en bagarre, parce qu'ils ont attendu 2 heures, ils n'avaient pas leur colis. Mais quitte à passer 2 heures dans un magasin, autant l'acheter directement. Directement, si l'objet est disponible, parce que souvent on commande des choses qui ne sont pas disponibles. Joyeux Noël en tout cas. Jacques Chancel l'a reçu de nombreuses fois. Charles Aznavour était présent dans différentes de ses émissions, y compris dans le livre. Et ce samedi, il y a un élève qui a repris la chanson Comme ils disent dans la Starac, avec force et intensité. Et il a dit quelque chose qui a touché beaucoup de monde, Bastien, puisque c'est l'académicien en question, avant de chanter, a dit « C'est une chanson qui a plus de 50 ans, mais moi qui me parle à moi-même en 2025. » Comme ils disent. Un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils, mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon. Voilà, Charles Aznavour que vous retrouvez évidemment dans le très beau livre Nos années Grand Échiquier. On va en parler tout de suite avec Martine Chancel dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Les Chevaliers du Fiel, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Martine Chancel. Votre nom dit bien que vous êtes l'épouse de Jacques Chancel. Jacques Chancel qui nous a quittés il y a bientôt 10 ans. 11 ans. 11 ans. Ça va faire 11 ans à Noël. 11 ans à Noël. Et vous publiez grâce à votre participation, ce très beau livre, Nos années Grand Échiquier. Jacques Chancel en direct et en public, collaboration Flammarion, Ina, énormément de photos inédites, parce que vous le dites dans la préface, il y avait des photographes de plateau, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus qu'on découvre dans ce livre. Moi, je me suis plongée dans le livre et quand les débatteurs sont partis tout à l'heure, j'ai absolument voulu leur montrer. Et c'est vrai que quand on commence à feuilleter le livre, on est fasciné par ce qu'ont été ces années Grand Échiquier. Alors d'abord, c'était une grande messe, le Grand Échiquier. Oui. Il y avait 3 jours de répétition. Pour 3 heures d'émission en direct, il faut le dire. Absolument. Et ces 3 jours de répétition, donc ça se passait au but de Chaumont, au studio 15 comme toujours, avec un studio absolument gigantesque, où Jacques faisait faire un décor à chaque fois différent par un invité choisi, soit par lui, soit par l'invité, enfin qui avait de toute façon un lien avec le thème de l'émission. Et donc, il y avait ces 3 jours de répétition. Et sur 3 jours de répétition, il y avait un monde fou, dont des photographes de plateau, qui étaient ravis parce que finalement, on était entre l'Opéra, le Théâtre des Champs-Élysées ou Roland-Garros, enfin, etc. On avait en live ce qu'il y avait de meilleur. Et il faut dire que les artistes, même gigantesquissimes, se prêtaient à ça. Oui. Est-ce qu'il avait le trac? Parce que moi, je l'ai connu sans avoir le trac. Non, pas du tout. En tout cas, s'il l'avait, il l'avait à sa façon, mais pas du tout. Non, C'était ça qui était incroyable. Non, il était...
Alors, à la fois excessivement calme, c'était un bouillonnant, mais c'était pas quelqu'un de nerveux, de traqueur, non, pas du tout. J'ai admiré, moi, les reproductions de ces cahiers. L'écriture, la rigueur, la précision de presque scolaire. Oui, presque scolaire. Alors que le personnage n'était absolument pas comme ça, pas du tout dans la vie. C'était pas quelqu'un qui était organisé dans le quotidien. Enfin, mais c'était un gros bosseur, vraisemblablement. Oh bah, il faisait que ça. Ouais. Mais il bossait pas, hein. Il ne bossait pas, c'était sa passion. Ouais, il ne prenait pas de vacances. Il emportait ses bouquins, il écrivait. Il avait une notion très à part de la vie, de ses choix dans la vie et de ses passions. Oui. Alors, Valérie Martine, ce livre a été fait avec l'INA. Je me suis plongé dans les archives de l'INA. Alors, écoutez bien. Dans cette émission, il y a Gabin, Arletty, Jean-Paul Belmondo, Louis Seigné. C'est dans la même émission, c'est inimaginable. C'est dans Le Grand Échiquier. Et Gabin part alors, pourquoi il ne fait pas de théâtre ou des choses? Parce qu'il n'a pas de mémoire. Confession à Jacques Chancel. Bonjour Gabin, vous auriez aimé être de la comédie française? Non, moi j'aurais pas pu. Pourquoi? Parce que j'ai un défaut rédhibitoire. J'apprends jamais mon dialogue. Alors, pour jouer Molière, il faut apprendre Molière. Bon, j'aurais pas pu jouer Molière, parce que j'apprends jamais. Je lis comme ça, lui aussi d'ailleurs. Si on me l'a dit, tu fais pareil. Oui. C'est un conseil à donner? Non, parce que moi, souvent, je merdois. Ah ouais. Ah, il y a des trous des fois. Ouais. J'en ai des sévères. Je recommence. J'en ai des sévères, des 15 fois, 18 fois. Et alors je m'en veux à moi. À moi. Faut pas qu'on vous écoute ici. Hein? Faut pas qu'on vous écoute. Vous, faut que vous appreniez sans ça, vous êtes chocolat. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup d'humeur et d'humour sur ces plateaux. Alors Gilles cite ce plateau incroyable. Il y a celui aussi, quand on feuillette le livre, quand on voit cette photo d'Yves Robert avec Jean-Loup Dabadi, Jacques Higelin, Zouk, Guy Bedos, Mireille. Enfin, vous imaginez les gens qu'il arrivait à rassembler. Moi, cette photo que je trouve incroyable aussi de Lino Ventura et de Georges Brassens côte à côte. Il y avait surtout beaucoup de liberté. Oui. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas bridés, politiquement corrects ou pas. Ils étaient libres, parce que lui était comme ça dans sa tête, ils étaient libres de dire ce qu'ils voulaient. Et comme Jacques avait un certain ton pour l'interview, il les amenait toujours à ça. Il les mettait très à l'aise, en fait, c'est ça. Il les mettait très à l'aise. Et j'ai très souvent entendu des artistes dire, quand on sort d'une interview avec Jacques, on a l'impression d'avoir été intelligent. Et c'est exact. La musique classique, très importante, et évidemment aussi sur le plateau de Grand Échiquier, ce mélange qu'il arrivait, c'est ce mélange d'invités, et parmi les plus grands, on disait Karajan, Ruggero Raimondi, Placido Domingo. Avec des puristes parfois qui lui reprochaient de mélanger les genres, les intégristes de la musique classique, il les appelait. Et lui aimait faire ça. Je vous emmène au 12 janvier 1972, ça vous parle comme date? C'est la première. C'était la première. C'est la première du Grand Échiquier. Et juste avant le lancement, Pierre Guillemin était avec Jacques Chancel, c'est aussi une archive de l'INA, où il préparait les dernières répétitions. Et vous allez voir que pour la première, il y avait du lourd et il y avait des duplex, ce qui était très compliqué à l'époque. Avec les Pyrénées aussi d'ailleurs. Exactement, on écoute cette archive. Vous avez encore un rendez-vous? Non, c'est pas ce son-là, c'est le son suivant. Ça, c'est Pierre Tchernia en 1993. Alors, quand on parle des plateaux, je vais peut-être juste revenir sur le livre. Il y avait autour de Serge Lama aussi. Comment vous avez fait le choix? On voit Thierry Leluron, Jacques Morino, Nadine de Rothschild, Bernard Tapie, jeune, la photo aussi incroyable. Comment vous avez fait le choix? Choisir, c'est éliminer malheureusement. Donc, il y aura d'autres volumes peut-être. Il faut le dire haut et fort. Le choix s'est fait par rapport justement à des figures emblématiques, une diversité, la richesse peut-être des cahiers. Oui. Je ne sais pas exactement un ensemble. Oui, ça, vous avez alterné, encore une fois, Julien Clerc, Lino Ventura. Oui, absolument. Pour moi, Jessie Norman, qui a été aussi. Il y a des artistes qu'on a découverts, encore une fois, grâce à Jacques Chancel. Énormément. Yves Duteil, la lettre d'Yves Duteil, elle est fabuleuse. C'était un peu sa marque de fabrique aussi. Oui.
C'est Karajan qui a amené Anne-Sophie Mutter à 14 ans, on ne la connaissait pas. Et d'ailleurs, dans le cahier de Karajan, qui devait être en 78, son grand échiquier, il y a des retombées de presse. Et elle était tellement peu connue qu'on l'avait appelée Marie-Sophie au lieu de Anne-Sophie Mutter. Bon, je vous propose, on a retrouvé l'archive, qu'on entende quand même la voix de Jacques Chancel pour finir cette émission. Nous sommes le 12 janvier 1972 et il s'apprête à présenter les 3 heures du Grand Échiquier en direct. Et ici sur le plateau, Yves Montand, Georges Brassens. Alors il y aura beaucoup de monde, oui. Oui, Georges Brassens, d'ailleurs, il y a une chose très, très amusante et très intéressante, et je remercie le journal télévisé Info Première, car grâce à Info Première, à 19h56, nous pourrons faire partir Georges Brassens. Nous le verrons sur le studio ici, au but de Chaumont, et immédiatement une voiture entrera dans le studio, pilotée par Jean-Pierre Beltoise. Brassens montera dans cette voiture, filera du côté du Bourget. Au Bourget, un avion attend Brassens, et cet avion conduit Brassens du côté du Béarn, enfin Pays Basque Béarn, mais Brassens ne sait pas à quel endroit exact il va. Et nous terminerons la soirée avec Brassens. Il y a également De Vos, Montand, Cora Vauquer, beaucoup de monde. Mère Marie-Yvonne, oui, c'est l'histoire d'une religieuse qui a été cloîtrée pendant 30 ans et qui était auparavant pensionnaire de la Comédie Française. Et c'était sans compter avec la météo, parce qu'il n'était pas Monsieur Météo, donc il y a eu des tas de problèmes. Ça s'est pas passé comme il souhaitait. Mais c'était un grand écart. Vous imaginez tous les artistes qu'il avait pour la première. Quelle langue, quelle voix, quel phrasé. Déjà, il n'était pas vieux. Absolument. C'est franchement un livre, on est période de Noël, à offrir. Nos années Grand Échiquier, vous vous plongez dans cet album de photos, dans ces cahiers, dans les lettres qu'il a pu recevoir. C'est à la fois émouvant, c'est aussi une histoire de la télévision française, de cette émission mythique. Il y a un auditeur qui demandait pourquoi le Grand Échiquier, ce titre ? Eh bien parce qu'on met sur un même plateau des rois, des fous, des pions, et tout ça se rencontre, s'entrechoque ou alors s'accorde. Merci beaucoup Martine Chancel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Perico très touché. J'appelle ça les gloires de la France, ça a participé. Mais on a le droit de rêver, ça reviendra peut-être un jour, mais enfin c'était des grands souvenirs. Je ne sais pas. Nous on va rester sur la colère des agriculteurs qui ne s'arrange pas, avec le Mercosur qui va peut-être être reporté. On aura le patron de la coordination rurale, Monsieur Bernard Vanto. On parlera d'un spectacle qui a été interdit par la gauche parce qu'on y chante la Marseillaise, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Les marchés de Noël qui étaient accusés de nazisme, là, ce sont finalement des marchés chinois, donc il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter, ils vendent des produits chinois. Ouais. Et puis on parlera un peu des sièges TGV qui ont changé de numéro. Oui, j'ai vu ça. 3 numéros avec le numéro de la voiture. Oui. Et puis de ces 50 chrétiens de l'occupation qui ont été béatifiés parce qu'ils ont résisté. On disait l'Église n'a pas toujours été, si l'Église a été présente aussi dans les actes de résistance. Merci, et on vous retrouve donc dans un instant. Perico Légas, très bonne journée sur Sud Radio, à demain. Sud Radio Média.